haute montagne, à 3800 mètres d'altitude, que notre périple commence. 400 km² de glaciers et de chaînes montagneuses, un paysage vertigineux, des lumières sublimes, bienvenue sur le massif du Mont-Blanc. Christine Boismont-Lasserre, chamoniarde pure et dure, amoureuse folle de ces montagnes, nous emmène à la conquête du plus haut sommet de Chamonix, l'Aiguille du Midi. C'est Olivier Chamel, chef d'exploitation de l'Aiguille, qui escorte notre voyage en direction du ciel. Tu veux pas pour un petit voyage? Ah ouais, moi je te suis bien volontiers. Allez, on y va. Nous embarquons à bord du téléphérique qui, en 2 tronçons et 20 minutes, nous emmène du monde d'en bas à celui d'en haut. Plus qu'un simple moyen de transport, il s'agit là d'une véritable prouesse technique. On est en 2015, on est dans un téléphérique extrêmement moderne, mais quand je vois qu'il a été réalisé dans les années 50... Effectivement, donc le téléphérique de l'Aiguille, c'est une aventure d'un siècle. Au fur et à mesure des connaissances technologiques, des avancées de la technologie, ils ont pu imaginer le téléphérique tel qu'il est actuellement. Un câble qui est tendu entre le plan de l'Aiguille à 2300 mètres et l'Aiguille du Midi qui est à 3800 mètres d'altitude, sans pylône. Ça, c'est impressionnant. 6 alpinistes chargés de 30 kg de matériel chacun ont donc grimpé puis déroulé en une seule journée ce câble qui nous permet aujourd'hui d'atteindre le sommet. Waouh, c'est super. On sort des nuages et on arrive. Christine et Olivier retrouvent David Ravanel, guide de haute montagne depuis 6 générations. Coucou David, comment ça va? Là, c'est ta cour de récréation, c'est ton jardin, c'est ta maison. Moi, depuis tout gamin, j'ai rêvé à ces montagnes, j'ai grimpé dessus. Et puis, quand on est ici, il y a un moment donné où ça s'arrête. C'est-à-dire que le stress du bas, l'effervescence, les réseaux sociaux, les téléphones, les mails, tout ça, ça s'arrête. Et puis, on a un côté un peu plus contemplatif. On est dans un endroit qui est unique au monde, c'est exceptionnel. Moi, je suis bluffé tous les jours. La montagne, elle nous rend humbles. On est obligé, parce qu'on est tout petit face à cette montagne. Elle nous remet à notre place, moi je suis d'accord. Très prisée par les amateurs de sport alpin, l'Aiguille du Midi est aussi le point de départ vers les plus hauts pics et les plus belles descentes de la Vallée Blanche. David guide les visiteurs en quête de sensations fortes sur l'un des plus célèbres sommets, le Mont Blanc. Tous ceux qui tentent le Mont Blanc, les alpinistes qui veulent tenter le Mont Blanc, c'est pas chose facile. Le Mont Blanc, quoi qu'il se passe, ça va être 10-15 heures de marche d'affilée. Et ça va être 10-15 heures de marche d'affilée en altitude. Ça demande d'avoir une bonne condition physique. Il ne faut pas s'entraîner 20 minutes, il ne faut pas s'entraîner 40 minutes toutes les 2 semaines. Il faut y aller régulièrement. Et pour tous ceux qui n'en ont pas le courage, l'Aiguille du Midi offre tout de même des sensations uniques et un panorama à couper le souffle. Dis-moi David, c'est un truc de fou quand on fait de l'alpinisme. Sentir appréhender le vide. C'est quoi le vide? Tu veux vraiment savoir ce que c'est le vide? Oui. Eh ben viens, je vais te montrer. Allez, on y va. Ah, enfin, on se sent vivre un peu. Hein? Ça ne m'étonne pas, toi t'es bien là. C'est ton domaine là. Commence à respirer un peu mieux. Ah, là. je comprends, c'est vrai. Après, Christine, on est pas dans le vide. C'est une cage de verre de 3 cm d'épaisseur qui est suspendue uniquement par ces 2 bras qui sont au-dessus de nous. Plus de 1000 mètres de vide sous nos pas, époustouflant. Mais mieux vaut ne pas avoir le vertige. C'est sécurite? C'est sécurite. On va pas tomber? Non. On peut Toi, ça t'impressionne pas, toi hein? Toi, ça t'impressionne pas, hein? Ah, moi j'aime bien. T'es heureux, là. Hein? Ouais, c'est bien, c'est bien. Pas d'excuse possible, l'Aiguille du Midi vous ouvre les portes de ce monde au-dessus du monde, toute l'année et en toute saison. Christine s'accorde à présent une petite pause gourmande à la maison Carrier, véritable institution à Chamonix. Feu de cheminée, lambris de vieux bois, fumoir à l'ancienne, nous voilà plongés dans un décor typique, prêt à rendre hommage aux saveurs d'antan. C'est Stéphane Gassot, chef de la maison depuis 26 ans, qui va livrer à Christine les secrets d'une recette ancestrale. Coucou Stéphane. Ouh, il fait bon chez toi, dis donc. Comment ça va? J'ai mis le feu. Ouais. Ça va bien, ouais. Bon, Super. là, il fait cruellement bon, dis-moi. Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer, là? Écoute, j'ai attaqué la recette du farçon chamoniard, donc là, vraiment typique, emblématique de la vallée. C'est un peu un gâteau de pommes de terre au lard, fruits secs, un peu d'œufs, des oignons. Dis donc, ça, c'est des bons petits pruneaux. Ça, c'est des pruneaux de Passy. Le pruneau de Passy. Tout à Mais fait. ils n'ont pas un nom particulier. Alors, c'est des pruneaux de Passy, on les appelle aussi les séchieux. Ah, c'est ça, oui. Donc les séchieux, parce qu'autrefois, on les faisait sécher sur des grandes planches en bois.
pour pouvoir les conserver plus longtemps et pouvoir en manger tout le reste de l'hiver. En fait, c'est les produits de base des paysans de l'époque. Bien sûr. De toute Tout façon. ce qu'ils avaient sous la main qui était pas onéreux et qui Ouais, était de bien leur sûr. production annuelle, quoi. Un plat montagnard riche, mi-sucré, mi-salé, le farçon ou farcement fait depuis des siècles le bonheur des tablés du dimanche et des jours de fête. Christine, c'est pas le tout, mais on a une recette à réaliser, hein. Donc je vais commencer. Oui. On va émincer l'oignon. Tu vas m'aider, toi? Tu veux que j'émince des oignons? Mais je suis pas très douée, tu sais. Est-ce que tu veux râper les pommes de terre? Je veux alors, bien. À mon Ouais. avis, ça, je saurais faire. T'as plus qu'à Et- descendre là. Comme ça. Voilà, et ça va te faire la pomme de terre Non, râpée mais en faut dessous. appuyer fort, hein. Ah bah c'est du Oh là sport la cuisine, hein. là. C'est du sport. Donc ensuite, moi je vais prendre la poitrine fumée Oui. et je vais tailler des lardons. Oh, il Joli, est hein. beau, ce lardon. Une fois émincés, lardons et oignons vont rissoler à la poêle. Ça se dégage l'odeur du lard et des oignons là. Ouais, ça, c'est bon, ça. Hein, ça va donner un goût à notre farçon, ça va être Oh exceptionnel. là, ça va être exceptionnel, comme tu dis. On se régale à l'avance. Avant de rejoindre la pomme de terre, les fruits secs, Stéphane ajoute l'œuf, le sel, le poivre et la crème bien sûr. Et on va terminer par notre crème. fameuse crème. Rien que comme ça, on a envie de la manger tellement elle a l'air. Tu vois comme elle est Ah, elle épaisse, est regarde ça. belle, ah ouais, Ça ouais. bouge pas, ça c'est de la crème. C'est la vraie crème, la pas vraie à bonne 0% crème de ou à ferme. 30%, c'est de Voilà. la vraie crème. Ça, c'est bien meilleur. Gourmande, mais assidue, Christine met du cœur à l'ouvrage pour obtenir un mélange homogène. Et il ne reste plus qu'à chemiser le moule de lard fumé. Chemisons. Alors, je te laisse faire parce que moi, je suis pas très douée. Bon. Hein. Une fois garnie, la préparation va cuire pendant 4 heures au bain-marie. Ma grand-mère le faisait le matin, le mettait avant d'aller à la messe et le retrouvait à la sortie de la messe à Ouais. l'époque où les messes ça durait. Bien sûr. Hein, bien sûr. Parce que tout le temps que ça cuisait, elle pouvait Elle vaquer à pouvait, leurs voilà, occupations, tout à aller à la fait. messe, faire ce qu'elles avaient à faire. Et en rentrant à midi, Ouais. tout était prêt pour manger. C'était le repas du dimanche. c'était le repas du C'était le dimanche, repas du dimanche, bien sûr. effectivement. Traditionnellement accompagné d'une viande en sauce, ce sera du civet de cerf pour notre dégustation. Trop bon. Ça te plaît vraiment, ouais. Ah oui, c'est vraiment délicieux. Il est fin, il est très très fin. Merci. Vraiment un régal. Merci beaucoup Stéphane, c'est vraiment très très bon. Avec plaisir. Le pays du Mont Blanc, c'est aussi une succession de petits villages typiques encerclés de chaînes montagneuses et de vallées. Nous retrouvons Christine, guide du patrimoine sur les hauteurs de Combloux, avec une vue à 360 degrés sur toute la chaîne du Mont Blanc et des Aravis. Pas de doute possible, au premier coup d'œil, le charme opère. Bonjour Christine. Tu m'as choisi un super beau spot. Hein. C'est vraiment très très beau ici. Comme disait Victor Hugo, c'est la perle des Alpes dans l'écrin des glaciers. Victor Ah Hugo, oui, Victor il est Hugo, venu jusque-là. Voilà, il Le est venu jusqu'à Mhm. Combloux. Bon, les glaciers ont un petit peu fondu, mais la vue reste malgré tout. Combloux, c'est assez curieux comme nom. Est-ce que tu en connais l'origine? Oui, ça viendrait de Kumbalupi. Au Moyen-Âge, il y avait des loups. Et la Kumbalupi, ça voudrait dire la combe aux loups. Nous ne croiserons malheureusement pas de loup, mais c'est un symbole de la tradition pastorale du village que nous allons découvrir, la ferme Isidore. J'adore ça, moi j'adore. C'est joli, hein? Construite en 1832, cette bâtisse transformée aujourd'hui en musée donne un témoignage vivace sur l'identité paysanne de Combloux. Et ben dis donc, là on est où? Ben là, tu es dans la cuisine, tu vois. oui. Hein? Et puis, là, on est vraiment dans la cheminée. Impressionnant. Ah oui, elle est très très grande. Elle est grande, hein, tu vois, elle fait 8,50 m de haut quand même. Hein. Et donc là on est fumé évidemment. Oui, Beaucoup de choses, bon, bien hein. sûr, jambon, les saucissons qui étaient fumés avec du genévrier, donc ça donnait un bon goût, hein, c'était vraiment excellent. Vaisselier, peigne à chanvre, godillot, cette ferme traditionnelle parfaitement conservée offre une balade pittoresque dans le passé. Tu sais, les fermes étaient vraiment très importantes parce qu'il y avait la famille, les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Il fallait mettre les bêtes aussi et puis les récoltes. C'est pour ça que ces maisons étaient très importantes. Et alors ici on est dans la pièce à vivre, mais comment vous dites ici à Combloux? Alors nous, on dit le bœuf aux gens. Elle est vraiment entre les tables, Oui, l'écurie oui, de la bien sûr. jument, l'écurie des moutons. Et c'est vrai que quand il faisait grand froid, eh bien, on ouvrait toutes ces portes et on récupérait la chaleur. On reconnaît bien là l'implacable bon sens paysan. Avant de quitter Combloux, faites une escale devant l'église et son clocher à double bulbe.
typique du style alpin du XVIIIe siècle. À l'intérieur, un retable baroque en bois sculpté, recouvert de 13 000 feuilles d'or, se dresse fièrement au cœur de l'église, un trésor patrimonial remarquable. Mais c'est une église d'un tout autre genre que Christine a tenu à nous faire découvrir, à une trentaine de kilomètres au nord, sur le plateau d'Assy. Station sanatoriale incontournable avant la Seconde Guerre mondiale, la commune de Passy abrite aujourd'hui un édifice culturel et spirituel unique au monde. Sous des allures de chalet de montagne typiques, dominé par un clocher de 28 mètres de haut, l'église Notre-Dame de Toute-Grâce est en réalité un chef-d'œuvre de l'art sacré du XXe siècle. Christine y retrouve Jérôme Boucher, conservateur du patrimoine, gardien de l'histoire et des secrets de cette église. Je suis très contente de te retrouver parce que cette église est magnifique, dans un cadre merveilleux. Et je sais que toi, tu es un grand spécialiste de cette église et j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. Oui, bah écoute, c'est une splendide église, effectivement, qui a été construite entre 1938 et 1950. Quand on regarde cette façade, on est un peu... Ouh, c'est merveilleux. On est pris par la lumière de cette façade face à l'architecture. C'est le premier choc, en fait, au plateau d'Assy. Quand on arrive, en plus, là, on est en fin de journée, donc on a la belle lumière de fin de journée qui rebondit sur la façade de Fernand Léger. Une très belle mosaïque en pâte de verre avec des couleurs comme savait les préparer Fernand Léger. Fernand Léger, c'est quand même un mystère. Comment Fernand Léger est venu travailler ici? Lui qui était quand même pas un homme pratiquant. Pas un homme d'église, même, tout simplement. On sait que Fernand Léger, il a sa carte au Parti communiste, effectivement, donc non-croyant, sans aucun souci. Mais le pari qui est fait pour cette église ici au plateau d'Assy, c'est de faire travailler des artistes. Croyants, non-croyants, c'est pas grave, de toute façon. L'essentiel, en fait, c'est qu'ils amènent ce qu'ils savent faire. Et pour cette façade, l'artiste voit les choses en grand. 152 mètres carrés de mosaïque qui représentent la Vierge et ses litanies, cernées de couleurs franches, vives, presque provocantes. Pour le chanoine de Vémy, qui est à l'origine de cette construction, l'art dans son expression la plus forte a quelque chose de sacré, des mots qui prennent tout leur sens quand on entre dans l'église. Alors là, est-ce que tu reconnais, Christine? Bien sûr. Un superbe trait de Matisse. Oui, tout à fait. Henri Matisse. C'est une représentation de Saint-Dominique typique. Saint-Dominique est représenté dans ses attributs habituels, c'est-à-dire sa grande robe avec le capuchon. Il est représenté là avec un trait simplifié, celui d'Henri Matisse, celui que tu as reconnu. Et autour, des pampres de vigne avec du raisin qui est représenté. Et le petit tableau qui est juste au pied. Alors le petit tableau qui est au pied, en fait, c'est une porte. C'est le tabernacle, c'est là où on conserve les hosties. Lui a été réalisé par Braque. Braque, Georges Braque. Oui, là encore, première moitié du XXe siècle. Tous les artistes de la première moitié du XXe siècle sont ici. On les retrouve tous ici. Donc tout à fait. Matisse, Braque, mais aussi Chagall, Lursa, Rouault. La collection d'œuvres réalisées a de quoi faire rougir les plus grands musées d'art contemporain. Pourtant, certaines œuvres choquent et attisent la polémique, comme ce crucifix de Germaine Richier. Est-ce que tu te rends compte que ce Christ, qui est crucifié, n'a pas de croix finalement? C'est-à-dire qu'en fait, il a les bras tendus, il est penché en avant, mais surtout, c'est un Christ sans visage. Si Dieu a fait l'homme à son image, alors le Christ, son fils, doit avoir une image et une forme humaine. L'Église n'accepte pas. L'Église n'accepte pas. L'œuvre est donc cachée pendant 15 ans avant de retrouver sa place au cœur de l'église. Magnifique, c'est très beau. Devenue incontournable, cette église est un joyau à flanc de montagne qui ravira autant les fins connaisseurs que les non-initiés. Pas question de quitter le pays du Mont-Blanc sans passer par le massif des Fises, une montagne insolite aux allures de forteresse. Christine nous y emmène à la rencontre d'une curiosité géologique sans pareille. Un plateau calcaire de 1980 hectares qui semble pétrifié, figé hors du temps. Manu, guide de haute montagne, partage avec les visiteurs sa passion pour ce lieu hors norme, si cher aux Hauts-Savoyards. Oh, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que tu sais, moi, tout ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Parce que quand on venait ici, c'était le désert de Platée. Et moi, le désert, c'était quand même quelque chose de très, très impressionnant. Alors là, on est au sommet du désert de Platée, puisqu'on est aux Grandes Platières, donc à 2480 mètres, au sommet du domaine skiable de Flaine. Donc on ne peut pas monter plus haut pour le moment. Pourquoi un désert? Parce que c'est quand même
curieux. Pas d'eau. Pas d'eau. Il y a à peu près 200 millions d'années, Ah jusqu'à ouais. il y a 50 Mhm. millions d'années. Mhm. Ici, c'était des océans. L'océan Tétis, on appelait ça. Et c'était en fait des mers plus ou moins chaudes, selon les époques, mais surtout des mers chaudes. À l'époque, ici, c'était les Bahamas. Moi, j'étais plagiste. Les mers laissent place aux glaciers qui eux-mêmes finissent par fondre. Ces phénomènes climatiques font apparaître des crevasses rocheuses appelées lapias. Le désert de Platée est l'un des plus grands lapias d'Europe, où l'on trouve d'impressionnantes failles de plusieurs mètres de profondeur. Moi, j'aimerais bien quand même savoir ce qu'est une faille. Est-ce que ça, par exemple, on peut considérer que c'est le début d'une faille? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'eau de fonte de neige chargée en gaz carbonique ou de D'accord. pluie qui va vraiment sculpter, creuser chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année. On va trouver des gouffres qui vont descendre Ce qui veut jusqu'à 700 mètres, 800 mètres, 1000 mètres. Donc, dans 2000 ans, quand je reviendrai, cette faille, elle sera beaucoup plus profonde, Oui. de quelques centaines de mètres, milliers de mètres. Peut-être pas, c'est pas aussi rapide, mais quelques dizaines de mètres, c'est possible, oui, sans problème. D'accord, d'accord. Donc, ce qui veut dire que tout ce paysage peut changer en permanence. Voilà, c'est ça. Et quel paysage! Une atmosphère lunaire, un panorama qui nous laisse sans voix. Toi, quand tu viens ici, pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? En fait, moi, c'est une altitude où j'aime vivre. On est au-dessus de 1500 mètres, on a quitté la forêt et on est monté sur les alpages au départ. Et après, ici, c'est un monde un peu plus minéral. On est toujours sur des crêtes, c'est-à-dire qu'on domine le monde. On a vraiment le sentiment que tout l'espace est pour nous. C'est ça. Hein, on a vraiment ce sentiment que la nature, eh bien, on se trouve en communion C'est avec ça. la nature. Un sentiment à découvrir absolument sur un circuit de randonnée où il n'est pas rare de croiser des bouquetins et autres animaux emblématiques de la région.